Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Professeur Simplice Yodédian, selon vous, pourquoi un tête-à-tête entre le chef de l'État ivoirien et celui de la France est-on scruté à 100 jours d'une présidentielle aussi importante que celle de la Côte d'Ivoire? Je vais nous faire voyager dans le temps. Allez-y. Le 13 septembre 2003, devant les populations du Nzikomwe, Laurent Gbagbo disait ceci. Lorsqu'on est assis à cette place, il parle de la présidence, on devient un sorcier. Les autres ont des yeux ordinaires, toi, tu as d'autres yeux. Les autres ont des oreilles ordinaires, toi, tu as d'autres oreilles. C'est pourquoi quand tu parles, les gens doivent écouter ce que tu dis et essayer de comprendre ce que tu n'as pas dit. Traduction? C'est ce que tu n'as pas dit qui est important. La traduction, c'est que l'art politique est diplomatie, est camouflage, est habillage linguistique. Souvent, le jour de la rencontre, tout a été dit avant la rencontre. Quand on scrute ce qui a été dit ce jour-là, on peut ne pas forcément être dans le vrai. Parce que je suis convaincu qu'avant, pendant ou après cette rencontre, ces deux hommes ne peuvent pas ne pas aborder la question de la présidentielle, et j'en reviens à votre question, parce que nous partageons des intérêts stratégiques, j'ai envie de dire géostratégiques, importants. Nous sommes dans une communauté d'appartenance. La France et la Côte d'Ivoire ont, j'ai envie de dire, des sorts liés, impliqués, imbriqués et intriqués. De sorte que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire dans 3 mois, autant ça touche au destin de la Côte d'Ivoire, autant ça touche au destin de la France. Et il était important que ces grands hommes-là se rencontrent pour échanger sur cette question, pour qu'on prenne les avis. Dans un monde qui est en train de passer de la démocratie à la voyoucratie, tous les régimes sont en train de se voyoucratiser, il est important que nos partenaires sachent exactement comment les choses se déroulent chez nous. Et la deuxième chose que je veux dire sur ce plan donc, c'est que Alassane Ouattara est héritier de Félix Houphouët-Boigny. Et on sait que Félix Houphouët-Boigny a posé des bornes. Et Alassane Ouattara sait, comme dit la parole biblique, qu'on ne déplace pas une borne ancienne que les pères ont posée. La conception de la souveraineté que Félix Houphouët-Boigny déploie, et j'invite tous les frères chercheurs ici à mener la réflexion avec moi, ce n'est pas une souveraineté brutale, ce n'est pas une souveraineté rigide, c'est une souveraineté souple, dialectique, modulée, qui fait que Houphouët gagne la souveraineté dans ses rapports avec les uns et les autres. Il gagne des parcelles de souveraineté, ça peut donner l'impression qu'il cède certaines parts de souveraineté, mais c'est ainsi qu'Houphouët a toujours fonctionné, parce qu'il a compris comment le monde fonctionne. De sorte qu'Alassane Ouattara, qui poursuit cette politique-là, et qui a endossé cette manière de concevoir la politique, ne peut pas ne pas aborder cette question importante avec le président de la France, ce qui ne signifie pas, à mon sens, qu'il est allé prendre des consignes, parce que cet homme-là, quand vous le regardez, il ne ressemble pas à quelqu'un à qui on doit donner des consignes, mais c'est quelqu'un qui mène la réflexion en tenant compte du fait qu'on est dans un monde qui est globalisé, où les intérêts s'interpénètrent. Très bien. Professeur Riba, partagez le même avis ou vous avez un tout autre jugement? Je ne dirais pas que je partage le même avis. Moi, je voudrais commencer d'abord par une approche lexicale. Allez-y. Nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une rencontre entre 2 chefs d'État et nous n'y étions pas. Et donc, la méthode que nous utilisons pour analyser ce fait est une observation non participante. L'observation non participante a cela de limite que vous qui parlez de la chose, vous ne vivez pas la chose, vous l'interprétez selon votre vécu, selon votre sens, selon votre perception. Perception qui peut être en marge ou à côté de la réalité. Dans cette observation non participante, je commencerai donc par l'approche lexicale.
L'approche lexicale, c'est que nous avons deux acteurs. Un s'appelle Ouattara, un autre s'appelle Macron. C'est cela. Ouattara et Macron se rencontrent et lorsqu'on utilise... Excusez-moi, je suis beaucoup littéraire sur Non, il n'y a ce pas de temps. problème, allez-y. Lorsqu'on utilise l'usage des littéraires, nous sommes dans une métonymie. La métonymie, c'est quoi? C'est le contenant et le contenu. Nous avons deux chefs d'État, ce sont des institutions, des présidents, mais ces présidents sont habités par des individus qui sont Ouattara et Macron. Quand je fais l'approche lexicale, Ouattara, c'est un individu, Macron, c'est un individu. Et Ouattara, quand je prends l'individu, je regarde son âge, je regarde son expérience politique. Quand je prends Macron, je regarde moins son âge, je regarde son expérience politique. Quand je prends les présidents, je suis alors en ce moment au niveau du contenant, c'est-à-dire des institutions. Nous sommes avec deux présidents, dont un est celui d'un État africain, colonisé par un autre État. Quand ils se rencontrent, c'est la colonie et la métropole qui se rencontrent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un président qui se déplace pour aller vers un autre. Vous savez, en matière de diplomatie, nous avons vu dernièrement le chef d'État guinéen arriver en Côte d'Ivoire. Nous étions fiers de voir qu'on vient prendre conseil auprès de notre président. Aujourd'hui, c'est notre président qui se déplace et qui va en France. Nous avons plusieurs possibilités. Il y a que les deux se sont rencontrés. De quoi ont-ils parlé? Dion l'a dit tout à l'heure, la diplomatie, il y a ce que celui qui est assis entend dit, il y a ce que nous entendons et que nous interprétons dans notre observation non participante. Qu'est-ce que je déduis? J'en déduis que dans la mesure où un chef d'État africain rencontre, ivoirien, rencontre un chef d'État français, il y a une lecture néocoloniale qui s'impose à tous les coups parce que notre chef d'État n'est pas allé rencontrer celui britannique, il n'est pas allé rencontrer celui américain, il est allé rencontrer celui de la France. Et quand nous savons les rapports coloniaux entre la France et la Côte d'Ivoire, et que je reviens à l'approche lexicale, nous avons un président, nous avons des individus, je me dis, beaucoup de choses peuvent se dire, et je voudrais pour l'instant m'arrêter à ce niveau lexical des individus et du contenu et du contenant, et des rapports néocoloniaux qui peuvent exister, et après je pourrais alors rentrer dans le fond pour dire de quoi peuvent-ils parler, observation non participante qui pourra être subjective ou objective selon les cas. Très bien, très bien. Franck-Stéphane Dédy, à 100 jours de la présidentielle, quelle lecture faites-vous de cette rencontre, vous? Ok, merci beaucoup, Ali. Moi, mon analyse, elle est à, on va dire, 4-5 points. Professeur Dion et professeur Henri Baye, c'est ça? C'est cela. Voilà. On parlait d'intérêt géostratégique. C'est vrai que rien n'a filtré officiellement de cette rencontre-là, mais on peut, à 3 mois de la présidentielle, s'imaginer que au centre des échanges auraient pu intervenir les intérêts stratégiques, géostratégiques de ces deux pays-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, il y a un vent de rejet qui souffle un peu dans la sous-région vis-à-vis de l'establishment occidental. Donc, il va sans dire qu'aujourd'hui, pour les profanes que nous sommes, la Côte d'Ivoire reste l'un des derniers précarés, même si ça peut peut-être ne pas plaire, des vestiges de la France-Afrique dans la sous-région. Donc aujourd'hui, est-ce que le président Macron peut accompagner un passage donc, de témoins à des gouvernants qui ne seraient pas, en tout cas, en train de faire le jeu de la France? Il y a cette question à se poser. Moi, de cette rencontre, je note aussi une certaine gêne à éclaircir. Laquelle? Une gêne à 2 niveaux. La première, c'est au niveau même du président Macron. Je pense qu'Atuela, il était l'un des participants au nouveau sommet Afrique-France. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Il avait même posé la question. Le président Macron alors avait dit qu'il n'était pas tout à fait d'avis avec le 3e mandat. Il en avait fait part à son homologue ivoirien. Et cependant, il y a eu un cas de force majeure qui était arrivé, si bien que lui, il l'a compris, si je paraphrase. Cela dit, nous sommes en 2025. Si tu n'as pas été à l'aise avec le 3e mandat, est-ce que tu peux être à l'aise avec le 4e mandat? Donc, à un moment ou un autre, j'imagine que cette question-là a été débattue. L'autre question aussi que l'autre gêne, pour ma part, qui je pense a été débattue, c'est la gêne du président lui-même. Avant 2020, il nous expliquait qu'il avait préparé un certain nombre de cadres.
on a même parlé de la demi-douzaine. Je pense que, tout calcul bien fait, le président se rend compte de deux choses l'une. Soit qu'il n'a pas suffisamment préparé des gens, parce que personne n'émerge, ou alors, soit il les a suffisamment préparés, mais ces derniers-là n'ont pas la carrure aujourd'hui pour lui succéder. Parce qu'on a vu, hein, même au stade, voilà, où on a vu le Premier ministre qui s'est découvert un don des langues en parlant dans plusieurs langues de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Quand vous dites au stade, il faut préciser le contexte. Hein. Oui, dans le cadre de la convention, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Ah, le congrès. Le congrès, voilà, du RHDP, donc le Premier ministre, voilà, il avait eu le don des langues ce jour-là, il parlait en plusieurs langues pour demander pardon au président de continuer donc sa mission. Comme un aveu du fait que, attention, on n'est pas encore prêt à ce que tu nous lâches. Et ça, je pense que le président lui-même, comme il a dit, hein, en âme et conscience, il doit se sentir gêné vis-à-vis de cela. Du fait que, parce que le leader aussi, on le reconnaît à sa capacité de transmission de ses idéaux. Et puis l'autre élément sur lequel moi je voudrais revenir, qui est un peu attenant à cette rencontre-là, c'est que dans le même temps, on a le président de l'Assemblée nationale qui fait aussi une tournée au niveau européen, et même au niveau de la France. Donc, il participe au 14 juillet. Avant ça, il intervient au niveau de l'Assemblée, je pense, des parlementaires francophones. Il fait une interview sur France 24, je pense qu'on peut citer. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, il fait une interview sur France 24 où il termine par mettre en avant ses ambitions. Comme pour dire que, bon, si les autres ne sont pas prêts, moi, le président Adama Bictogo, je me sens prêt à te succéder. Et il fait même une métaphore qui est importante. Parce que dans l'opinion publique, l'on se dit que le parti, ou du moins la formation politique que le RHDP craindrait, ce serait le PPACI. Mais il fait une métaphore importante en disant que je n'habite pas à Yopougon, qui est le précaré de Laurent Gbagbo, mais quand le président m'envoie en mission là-bas, j'y vais et je gagne. Comme pour dire à ses amis du RHDP, si ce n'est que le PPACI qui vous dérange, en tout cas moi, je les ai déjà battus à Yopougon, je peux les battre à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Donc il se positionne. Je pense qu'après, bon, comme d'habitude, hein, comme on le voit même dans d'autres partis, après sa sortie sur France 24, il a été vilipendé un peu de toutes parts. Bon, après, il y a pas mal de semi-lettrés qui sont un peu sur les réseaux. Bon, il faut les comprendre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est tout cela qui a été débattu au cours de cette rencontre. Mais encore une fois, comme je dis, nous n'y étions pas, comme mes prédécesseurs l'ont dit. L'on ne peut faire qu'une analyse par déduction. Et moi, voilà les commentaires que cela appelle de ma part. Et les analyses par déduction font partie du débat. Professeur Banga, c'est à vous. Déjà, j'ai quand même le privilège d'être historien et de travailler, avoir sur les relations et d'être encore dans tout ce qui se trame aujourd'hui dans la nouvelle construction de la relation afro-française. Le premier truc sur lequel c'est tout faux, c'est ceux qui se bloquent en 60, en 70, en 80. La colonisation, c'est terminé. Macron ne peut rien ordonner à Alassane Ouattara. Il ne peut rien ordonner à un président africain. C'est fini. La preuve, on est au Mali ici. Il y avait 2000 combien de soldats français au Mali et puis on les a chassés. Ce n'était pas possible en 70, ce n'est pas possible en 80. Donc le lexique du néocolonialisme, c'est un lexique dépassé, ou des gens qui s'accrochent encore à ce qu'ils ont vécu. Le monde est dynamique. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, Macron ne peut rien imposer à qui que ce soit, encore moins à Alassane Ouattara. Je le dis, il ne peut rien. Quand Alassane Ouattara va en France, il ne va rencontrer aucun maître. Ce n'est pas possible. C'est fini ça. Donc les gens doivent se réveiller. Ils sont trop accrochés à ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est vrai, il y a 20 ans peut-être, dans la structure de... c'était possible, mais aujourd'hui, non, le monde évolue. Pourquoi? Rien qu'il n'a pas eu d'intérêt géopolitique. Et c'est justement ça qui est la première chose intéressante. En 70, en 80, si la France se fâche avec toi, tu as foutu en Afrique de l'Ouest ici. Mais ils se sont fâchés au Mali. La Russie est venue, la Chine va venir, la Turquie va venir. Donc, il faut sortir de ce conservatisme désuet qui marque quelque part soit un ancrage idéologique trop à gauche et trop faux, soit une volonté de vouloir s'accrocher à de vieux concepts. Donc, le néocolonialisme, en tout cas du point de vue de la relation entre deux chefs d'État, c'est terminé. Et je ne pense pas, et je le dis, je l'affirme même, que Macron ne peut pas ordonner quelque chose à quelqu'un. Maintenant, deuxième chose qui est intéressante, oui, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de l'Afrique de l'Ouest, oui, la Côte d'Ivoire est un pays stratégique
Qui dans ce monde va réfléchir à l'Afrique de l'Ouest sans parler à la Côte d'Ivoire? Qui? Personne. Tu ne peux pas aujourd'hui parler de lutte contre le terrorisme, parler de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest et ignorer le premier pays d'Afrique de l'Ouest francophone d'un point de vue économique, troisième puissance militaire du secteur, le pays qui se transforme. Donc, à chaque fois que n'importe qui dans le monde parle de l'Afrique de l'Ouest, veut comprendre, il va s'adresser à la Côte d'Ivoire. C'était le cas des Houphouët-Boigny, aujourd'hui encore plus dans ce contexte-là. Et comme l'a dit le professeur Dion, la France et la Côte d'Ivoire ont des intérêts communs. Donc, c'est stratégique important. Donc, c'est normal que nos chefs, nos présidents se rencontrent et débattent à la fois de l'avenir de notre relation, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire, il faut voir toutes les délégations qui se passent ici. Mais pourquoi ça se chante? En fait, c'est la fois appeler un chat un chat. Il y a certains qui ont rêvé, qui ont pensé que leur leader politique était tellement important, avec tellement de relations, connaissait tellement de choses dans le monde, que dès qu'il serait un peu, comment je vais dire ça, contrarié, le monde allait tomber sur la Côte d'Ivoire. On a même entendu certains dire que par rapport à ce qu'on leur fait, la Côte d'Ivoire allait perdre la confiance des marchés. C'est de la comédie, ça fait rire. C'est des gens qui, comme je l'ai dit, sont bloqués en 70. Pensent que, peut-être parce qu'ils ont été dans un certain environnement, qu'on peut faire quelque chose pour une personnalité. Donc aujourd'hui, tous ceux qui rêvaient, en se disant, oui, aujourd'hui, on a quelqu'un, dès qu'on le touche, la Côte d'Ivoire saura, sont déçus. Soit ils sont déçus, soit ils sont dans des illusions. Donc c'est eux, et certains qui sont encore en 70, qui pensent vraiment que cette rencontre-là peut être une rencontre de pression. Sinon, Jean-Michel Barrot, on ne sait peut-être pas ce qu'ils se sont dit officieusement, mais la diplomatie française s'est clairement prononcée sur le processus ivoirien. Le ministre des Affaires étrangères de la France, qui incarne la diplomatie française, a dit clairement qu'il respecte la souveraineté de la Côte d'Ivoire et que toutes ces questions politiques doivent être réglées dans le cadre des institutions ivoiriennes. Ceux qui ne l'ont pas entendu ou qui pensent encore que les leaders peuvent faire changer les choses, peuvent continuer de rêver, mais ils seront maris. C'est-à-dire qu'ils seront déçus et ils vont pleurer parce que malheureusement, le monde est dynamique et les réflexes des années 60 et les réflexes des années 70 sont terminés.